J'ouvre le second débat de ce sens public consacré à la surpopulation carcérale en France. Aux moyens d'y remédier, peut-on construire de nouvelles prisons? Faut-il libérer des détenus un peu avant la fin de leur peine? Le Royaume-Uni vient de le faire. Doit-on louer des places à l'étranger? Emmanuel Macron l'avait évoqué. Alors que les conditions de détention se dégradent, on pousse la porte des prisons françaises. On va aussi évaluer la politique du ministre Gérald Darmanin. D'abord, un état des lieux, des chiffres avec Cécile Sixou. Des détenus entassés dans des cellules sur des matelas au sol. Jamais les prisons françaises n'ont été aussi remplies. Au total, un peu plus de 82 000 personnes sont incarcérées pour près de 62 000 places disponibles, soit 133 détenus pour 100 places. Une surpopulation qui dégrade les conditions de détention. Les gens sont 3 par cellule de 11 mètres carrés. Ça, ce sont des conditions indignes. Et pour les surveillants, évidemment, par des conditions de travail épouvantables, avec des burn-out, des dépressions, etc. Donc voilà comment ça se traduit concrètement en France. On est le seul pays d'Europe où la population carcérale continue à augmenter. La France, mauvais élève de l'Europe, tente de remédier à cette saturation en construisant de nouvelles places de prison. Si Emmanuel Macron a promis 15 000 places d'ici 2027, on semble encore loin du compte. 2 500 places seulement auraient été créées. Pour accélérer les livraisons, le nouveau ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a proposé 3 000 places de prison modulaires, plus simples à construire. Il y a des gens qui méritent sans doute d'être isolés de la société quelques semaines, quelques mois, selon la décision indépendante des magistrats, sans avoir besoin d'une prison qu'on met 7 ans au ministère de la Justice à construire. Pour l'Observatoire international des prisons, créer de nouvelles places n'est pas une solution. Entre les années 1990 et aujourd'hui, le nombre de places de prison a augmenté à peu près de 25 000 et le nombre de personnes détenues a augmenté à peu près de 35 000. Voilà. Et donc on parle d'un cercle vicieux qui fait que plus on construit, plus on enferme. Et tout ça a un coût absolument énorme. Et tout ce budget qui est investi dans cette politique-là, je le rappelle, inefficace, c'est autant de budget qui n'est pas investi dans l'accompagnement des personnes détenues ou dans le développement d'alternatives à la détention. Les acteurs du milieu pénitentiaire proposent de faire de la régularisation carcérale. Appliquée pendant la crise sanitaire, cette politique prévoit que les personnes en fin de peine puissent sortir plus tôt avec des aménagements. Mais pour répondre à l'urgence, Emmanuel Macron semble opter pour une autre solution, louer des places de prison à l'étranger. Et on fait le constat d'un échec, l'échec français avec, sur cette question de la surpopulation carcérale. Stéphane Le Rudulier, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes sénateur LR des Bouches-du-Rhône. Amélie Moreno, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes avocate pénaliste au barreau de Paris et présidente de la commission Liberté et droits de l'homme du Conseil national des barreaux. Thibaut Chevillard, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Journaliste au service police-justice du quotidien 20 minutes. Et Sophie Dravinel, éditorialiste politique, est évidemment restée à mes côtés. On vient de voir pas mal de chiffres. Je vous repropose celui, moi, il me frappe parce que d'un seul coup c'est concret. On parle des matelas au sol. C'est le rapport annuel d'activité de la contrôleure générale des lieux de privation de liberté. 4 752 matelas au sol dans les prisons françaises au 1er avril. Là, il y a quelques semaines de cette année. C'était 3 300 l'an dernier. Et ce rapport nous dit on trouve fréquemment des cellules vétustes, de la peinture qui s'écaille, des sanitaires dégradés, des fenêtres qui ne ferment pas, un chauffage défaillant, du mobilier insuffisant, etc., etc. Les rats pullulent et les cellules sont souvent infestées de punaises ou de cafards. Voilà pour le constat évidemment insupportable. Stéphane Le Rudulier, la France 7e puissance économique mondiale. Oui, avec, comme vous le dites, une surpopulation carcérale qui est en fait une crise structurelle. Et il est urgent d'agir et de construire. On voit le gouvernement qui a pris à bras le corps, et je pense que Gérald Darmanin a très bien compris l'urgence de la situation, parce qu'aujourd'hui, notre politique pénale, elle est forcément, inévitablement calquée sur le nombre de places de prison disponibles, on va dire. On a vu quelques circulaires, notamment sous M. Dupond-Moretti, qui avaient été publiées et dictées pour demander que la prison soit le dernier ressort, le cas échéant. Donc ça, ce n'est plus possible. Puis, il faut penser aussi à la dignité humaine. Avant toute chose, quand vous avez cette surpopulation qui amène à être 3, 4, voire 5 par cellule, des matelas au sol,
c'est totalement contre-productif et ça n'aide pas à la réinsertion des futurs détenus. Mais ce n'est pas nouveau, Amélie Moreno, c'est une crise structurelle. Ça fait combien d'années que cette surpopulation s'aggrave Les prisons françaises honte de la République, c'était le titre d'un rapport du Sénat qui date de 25 ans. Donc évidemment que ça n'a rien de nouveau. Et la Cour européenne des droits de l'homme nous a condamnés pour le caractère systémique de notre surpopulation carcérale. Alors j'entends que la politique pénale, elle s'adapte aujourd'hui au nombre de places de prison. En réalité, force est de constater que ça n'est pas le cas, puisque le nombre de matelas au sol, il a augmenté de 120% en 2 ans. Donc en réalité, les magistrats incarcèrent toujours plus, pour toujours plus longtemps. La solution, ça n'est manifestement pas la construction de nouvelles places de prison, puisqu'en réalité, depuis 40 ans, on voit le nombre de places systématiquement augmenter dans notre pays, et la courbe de la population carcérale, elle augmente avec elle, et même bien au-delà. Alors ça, on va évidemment en débattre longuement pendant notre émission. Est-ce qu'il faut, oui ou non, construire de plus en plus de places de prison? Je pense que vous ne serez pas tous d'accord. Peut-être on peut parler des conséquences de cette surpopulation, indignité, je reprends les termes que vous employez, monsieur le sénateur, sur les détenus, sur la réinsertion. Est-ce qu'on peut faire ce lien, Thibault Chevillard? Il y a forcément des conséquences sur la réinsertion. En tout cas, le CNB, on a parlé, le Conseil national des barreaux, on a parlé dans 2 rapports récents des difficultés pour les détenus de se réinsérer à cause de ces conditions carcérales qui sont terribles et de cette surpopulation qui est quand même la 3e plus importante en Europe. La France se classe derrière Chypre et la Roumanie. Donc c'est dire à quel point elle est importante, cette surpopulation carcérale. Alors forcément, ça a des conséquences pour les détenus parce que il y a le manque d'hygiène, le fait de vivre dans les cafards avec les rats, etc. Tout ça n'aide pas finalement des détenus à se réinsérer et peut-être même que ça incite des détenus à récidiver finalement en sortant de prison. En tout cas, ça crée peut-être quelque part de la haine contre un système, contre un État qui les a réprimés. Alors, faut-il effectivement construire ou pas de nouvelles prisons, augmenter le nombre de places dans notre pays? On va écouter le ministre de la Justice, Gérald Darmanin. Alors, il a annoncé la création de prisons modulaires qu'on pourrait construire dans d'anciennes usines. Ça va plus vite, ça coûte moins cher. Écoutez. Sur les 5000 places qu'il nous reste à faire, 2000 se feront dans des maisons d'arrêt classiques, normales, et puis 3000 se feront dans des prisons modulaires en béton, dont vous avez compris qu'elles dureront 50 et 60 ans. Ce sont de vraies prisons, mais construites dans des usines, comme l'ont fait nos amis anglais, comme l'ont fait nos amis allemands, qui nous permettent de gagner énormément de temps, mais aussi énormément d'argent. Une place de prison classique, c'est 400 000 € pièce, la place, et une prison construite dans une usine comme celle-ci, c'est à peu près 200 000 €, donc 2 fois moins cher quand c'est construit dans l'usine, parce qu'il n'y a pas les intempéries, parce qu'on a tout standardisé, parce qu'on a industrialisé. Alors, vos arguments pour construire de nouvelles places, Stéphane Le Rudulier? Je vais répondre à madame, mais on incarcère beaucoup moins qu'en Italie, qu'au Royaume-Uni ou qu'en Allemagne, déjà. Enfin, quand on voit les chiffres, c'est très criant. Et puis, au-delà de... La prison n'est pas la solution systématique, c'est pas la sanction systématique. Mais on peut s'apercevoir parfois que la mise en place, par exemple, de courtes peines pour... des délinquants, primo-délinquants, qui, au regard du délit ou du crime qu'ils ont commis, enfin surtout le délit, la courte peine peut être aussi pédagogique. Et donc vous dites qu'il faut, pour les courtes peines, incarcérer. Il faut peut-être incarcérer, ce qui est souvent pas fait aujourd'hui. Et ces bâtiments modulaires, entendons-nous bien, c'est quelque chose qui est fléché pour des délits mineurs, non pas des multirécidivistes ou encore moins des narcotrafiquants. Donc là aussi, je pense qu'il y a une spécialisation des centres de détention à avoir. Je pense que c'est l'une des clés pour avoir une politique pénale des plus efficientes. Alors, là aussi, je pense que spécifiquement sur la question des courtes peines et de l'incarcération, vous n'êtes vraiment pas du tout d'accord. Non, et puis alors on a une position très claire au Conseil national des barreaux, mais qui est issue de 20 ans d'accompagnement, d'études sur la question. En réalité, cette question des courtes peines, soyons honnêtes, elle revient régulièrement dans le débat public parce qu'en réalité, on tente des choses, ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas et on revient toujours à des solutions antérieures. Pourquoi est-ce qu'on n'incarcère pas des courtes peines pour des primo-délinquants? Le primo-délinquant, on va le rappeler, c'est celui qui n'a jamais été condamné par la justice. C'est son premier passage délinquentiel à l'acte et on vient vous dire qu'il faudrait le sanctionner par une incarcération et une privation de liberté. Jusqu'à présent, ça n'est pas le cas. Pas parce que la politique pénale décide que ça n'est pas le cas, pas parce qu'il y a une circulaire, parce que c'est la loi. La loi dit
que la peine d'emprisonnement ferme, parce que notre État donne à la liberté une valeur qui est une valeur supérieure à toutes les autres. La loi prévoit que la peine d'emprisonnement soit le dernier recours. Il n'empêche que des courtes peines sont prononcées tous les jours en France et que des personnes sont incarcérées. Il n'y a aucune étude, aucune à ce stade, qui tende à démontrer que l'incarcération de primo-délinquants à des courtes, voire des très courtes peines de 15 jours à 1 mois d'emprisonnement soit bénéfique ou favorable à la prévention de la récidive. Aucune. Par contre, et je vais en terminer, je sais que c'est un peu long, mais par contre, il y a 10 ans, il y a eu une conférence de consensus. Oui. Cette conférence de consensus, elle a rassemblé tous les acteurs de la chaîne pénale, de l'administration pénitentiaire à la magistrature, en passant par les services d'insertion et de probation. Et elle a accueilli des exemples étrangers pour venir se poser la question de savoir ce qu'il fallait pour prévenir la récidive. Cette conférence de consensus, comme son nom l'indique, elle avait donné lieu à un consensus. Et ce consensus, normalement acquis, ou en tout cas qu'on le croyait acquis à l'époque, c'était précisément de considérer que l'insertion et la prévention de la récidive, elle passait par un accompagnement en milieu ouvert des condamnés pour garantir leur sociabilité et éviter précisément de les retrouver, je regarde derrière vous l'image qu'il y a dans l'établissement pénitentiaire, mais pour éviter de les placer dans une situation d'indignité telle qu'ils ne seront de toute façon pas en capacité de préparer leur sortie et leur réinsertion. Stéphane Le Rudulier, un mot de réponse, puis après on avance dans le débat. Je regarde quand même le taux d'exécution des peines, et notamment des peines entre 2 et 3 ans. Vous avez un taux d'exécution, malheureusement, qui n'est pas de 100%. Vous le savez très bien. Mais le taux d'exécution... Alors tiens, je prends la main, je vais vous laisser conclure sur cet argument, tout simplement parce que je ne m'attendais pas à ce que vous parliez forcément d'exécution des peines. C'est exactement le thème d'une intervention d'Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre, lors d'un de ses meetings de pré-campagne, on pourrait appeler ça comme ça, meeting interrégional. Il était dans votre région, il était à Marseille. Voilà ce que disait Édouard Philippe. Ce n'est pas tout, car notre justice, en plus d'être lente, est devenue presque hypocrite. Comme nous n'arrivons pas à construire suffisamment de places de prison, parce que c'est redoutablement difficile de construire des places de prison, et comme nous savons qu'être détenu dans des conditions indignes alimente la récidive, les juges prononcent des peines toujours plus sévères, mais de moins en moins exécutées. Le résultat, c'est un grand mensonge collectif, comme nous aimons nous les raconter en France. Près de 40% des condamnés fermes ne vont jamais en prison, et le taux de récidive des criminels augmente continuellement depuis 20 ans. Alors, je vous laisse continuer sur l'exécution des peines. Édouard Philippe a tout dit. Non, puis, il faut casser aussi. Je pense que, en tout cas, l'incarcération, même sur des courtes peines, ça peut être pédagogique. Ce n'est pas forcément quelque chose de rédhibitoire qui amènera à la récidive. Le pire, c'est l'impunité. Le pire, c'est de ne pas exécuter la peine, parce qu'effectivement, le délinquant, qui est devenu en fait le condamné, ne conçoit pas que la société ne puisse pas lui donner une réponse assez effective. Et je reviens sur la délinquance des mineurs. Il y a eu, on a travaillé ce texte au Sénat, et il y avait l'introduction aussi de courtes peines. Qui a été retiré du texte en CMP. Pourquoi ? Parce que l'État, le gouvernement nous a dit clairement, en l'état actuel du nombre de places en prison, on ne peut pas mettre ce dispositif dans l'arsenal pénal. Avec une question quand même, Thibault Chevillard, parce qu'on parle de construire de nouvelles places de prison, mais il y a beaucoup de communes qui n'accueillent pas la perspective avec enthousiasme, on peut dire ça comme ça. C'est pas si facile de trouver de nouveaux sites pour construire de nouvelles prisons en France. Non, c'est compliqué parce que déjà, il y a beaucoup de communes qui n'ont pas envie d'associer leur nom à un établissement pénitentiaire. C'est vrai qu'il y a des villes comme Bois d'Arcy, Fresnes, on pense immédiatement à la prison qui se situe sur ce territoire. Les communes n'ont pas envie également d'avoir un regroupement de personnes qui ont commis des délits qui potentiellement seraient dangereuses. Il pourrait y avoir des tentatives d'évasion, il pourrait y avoir tout un tas de problèmes. Donc, effectivement, il y a une réticence de la part des élus à accueillir sur leur commune des prisons. Alors, le ministère de la Justice, à l'époque, c'était Éric Dupond-Moretti, faisait beaucoup pour aller voir les élus, essayer de les convaincre en montant des partenariats. Ça a notamment payé du côté de Troyes, où il a été assez bien accueilli par François Baroin, qui s'était montré effectivement assez volontaire sur cette question, mais ce n'est pas le cas de beaucoup d'élus, effectivement. Alors, vous parliez d'Édouard Dupond-Moretti, on va parler d'un autre ministre de la Justice, l'actuel, Gérald Darmanin, qui concentre quand même beaucoup, Sophie, son action sur les prisons. Alors, quotidien de l'Auvergne et du Limousin, La Montagne le raconte en effet sous la plume de François Jolac. Nous apprenons ainsi
qu'en visite à Riom ce lundi matin, dans le Puy-de-Dôme, Gérald Darmanin s'est fait copieusement siffler par les détenus. Alors je lis, depuis le début d'après-midi, peut-on lire donc, quelques-uns des 750 détenus du centre pénitentiaire de Riom faisaient le pied de grue devant les fenêtres de leur cellule pour ne pas manquer en fin de journée le passage du ministre de la Justice dans leur établissement. Une fierté pour lui, plus qu'une inquiétude ou un agacement. Personnellement, je préfère être impopulaire dans la prison et être populaire à l'extérieur, a-t-il réagi, estimant qu'une partie des détenus ne sont pas très heureux des mesures de fermeté que j'ai prises depuis que je suis ministre de la Justice. Des propos repris dans une vidéo poussée par la chancellerie sur les réseaux sociaux. On l'entend un petit peu, cette musique, oui. On va la voir. La fameuse petite musique. Oui, pour couvrir les cris un peu ou les sifflements. D'accord. Voilà, ça recouvre la bronca des détenus au passage du ministre. Voilà. Gérald Darmanin, qui ne cesse de dire son envie de se présenter à la présidentielle de 2027, a fait des prisons donc son cheval de bataille. Loi pour que les détenus participent aux frais d'incarcération, création de prisons donc modulaires pour les détenus de courte peine, pour lutter contre la surpopulation, limitation des incarcérations à des délits spécifiques, création de prisons thématiques. Il ne cesse de vouloir faire bouger l'institution judiciaire avec ses propositions. Oui, d'ailleurs, ça nous emmène jusqu'en Guyane. Et il a en effet livré son projet, Thomas, en exclusivité au JDD le 17 mai dernier. Une prison pour narcos en Guyane, c'est ce qu'on pouvait lire en une de l'hebdomadaire. Et moi, je dis, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est ce que nous disait le chimiste Lavoisier au XVIIIe siècle, qui était en fait une citation apocryphe qui est de celle du grec Anaxagore. Mais bref, tout ça pour dire qu'en politique, c'est pareil. Car ce bâtiment de très haute sécurité devrait être construit où, je vous le donne en mille, à Saint-Laurent-du-Maroni, là même où se trouvait autrefois un bagne de sinistre mémoire. Oui, le bagne du diable dans lequel a séjourné Alfred Dreyfus. Eh bien oui, on s'en souvient. Et Gérald Darmanin n'a pas beaucoup aimé qu'un journaliste de la chaîne Guyane Première l'interroge sur le choix de cette prison, là-bas, qualifiant la question de ce journaliste d'insulte à la République. Bon. On peut choisir un cheval de bataille sans être obligé de monter sur ses grands chevaux. Merci beaucoup, voilà. Sophie. Et ça ouvre un chapitre sur la question, effectivement, de prison. Vous disiez qu'il faut différentes prisons en fonction des thèmes et des détenus qui vont, donc de prison haute sécurité pour les détenus les plus dangereux. La Guyane, regardez ces images. Surtout dans les Outre-mer. Images de synthèse diffusées là aussi par le ministère de la Justice qui nous montrent ce que pourrait être une cité judiciaire, au point un palais de justice, prison, d'autres bâtiments policiers, administratifs. Saint-Laurent-du-Maroni, ouverture annoncée 2028. On est au cœur de la jungle guyanaise. Et puis ça coûte 400 millions quand même, donc il y a le temps de voir venir. Hein. Oui, un projet sorti de nulle part, c'est pas moi qui le dis. C'est le président de la République qui aurait réagi de la sorte lors du Conseil de défense la semaine dernière. Et puis ça semble avoir aussi un peu surpris le Premier ministre. Écoutez-le ce matin sur RMC et BFM. Je vous dis ce que j'ai compris après avoir parlé avec le garde des Sceaux. Il y a une prison en construction en Guyane qui fait 500 places ou 550 places. Sur les places de cette prison, on peut en prendre quelques dizaines pour 60, faire un quartier de haute sécurité. Est-ce que c'est possible? Oui. Est-ce qu'il faut en discuter avec les élus de Guyane? Assurément. Il vous avait prévenu, vous? Non, mais il est dans l'exercice de sa mission. Bon, on ne va pas faire un débat sur la façon dont le Premier ministre tient ou pas ses ministres. On vient de le faire. C'est pas le thème, et puis on l'a évoqué en première partie de l'émission. Vous pouvez retrouver nos débats sur publicsénat.fr si vous nous rejoignez à l'instant. Non, il y a quand même, la politique, c'est des symboles quand même, Stéphane Le Rudulier. Une prison à Cayenne, enfin c'est le bagne, quoi. C'est cette symbolique qui remonte à la surface. Et oui, qu'on le veuille ou non. Oui, mais il y a eu 2 prisons auparavant qui avaient été sélectionnées. Il faut reprendre la philosophie. Il n'est pas le seul à en parler, c'est vrai. L'idée était d'isoler les prévenus les plus dangereux. Je pense que cela, si vous visitez un centre de détention, vous voyez très vite, notamment le cas de Luynes, je parle dans les Bouches-du-Rhône, ou encore au Baumette, on voit très bien qu'il y a une forme de promiscuité entre des détenus très dangereux et des détenus dits de droit commun.
et que la séparation entre ces deux mondes n'est pas totalement Donc il faut hermétique. isoler les détenus les plus dangereux. L'idée, c'est cela, c'est isoler les 100 détenus. Pourquoi les mettre en Guyane? Ça donne pas un peu le sentiment qu'on les expatrie hors de France, comme dans d'autres époques? Il y en a un qui a parlé, c'était Laurent Wauquiez, je crois, de Saint-Pierre-et-Miquelon, où c'était un peu maladroit tout ça, non? Oui. Peut-être, mais encore une fois, le choix de ces prisons, pourquoi? Et Bayrou le dit très bien, le Premier ministre. Il dit parce que cette prison est en cours de construction. Aujourd'hui, le fait d'isoler des détenus les plus dangereux, ça enclenche quand même des travaux non négligeables et aussi de la formation, notamment du personnel pénitentiaire, pour côtoyer, entre guillemets, au quotidien ces détenus les plus dangereux. Donc, c'était peut-être la solution la plus rapide parce que le projet était déjà enclenché. Je n'ai pas les tenants et les aboutissants. Ce que je sais, c'est que le ministre a fait quand même un tour de France des prisons pour voir quelles étaient les prisons qui pouvaient postuler pour créer qu'on pouvait transformer tout ou partie ou sanctuariser un certain secteur géographique de la prison, ce qui n'est pas du tout négligeable en termes de réflexion et ce n'est pas simple à mettre en œuvre. Oui, ce n'est pas simple à mettre en œuvre et ça pose aussi la question du degré de surveillance, jusqu'où on va dans la surveillance et l'isolement de ces détenus les plus dangereux. Déjà, une question assez générale, Amélie Morino, est-ce qu'on peut s'en passer aujourd'hui de ces établissements haute sécurité, notamment pour les narcotrafiquants? Mais en fait, on devrait pouvoir s'en passer dans la mesure où il existe déjà un régime d'isolement en France. Dans chaque établissement pénitentiaire, il existe un quartier d'isolement. Si l'administration pénitentiaire identifie une personne détenue comme étant susceptible d'avoir des liens avec l'extérieur, de présenter un danger à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire, elle a tout un panel de régimes et de mesures de sécurité qu'elle peut mettre en œuvre. Que ça marche pas. Mais pas du tout. Évidemment que ça fonctionne. Pardon, la seule chose, c'est qu'aujourd'hui... Combien de faits ont été commandés depuis la prison par des délinquants dangereux qui ont commandité un meurtre ou je vous pose la question combien? Parce qu'en réalité, le chiffre, il n'est pas extraordinaire. Et la réalité, c'est que si des personnes... de mini-téléphones ont été trouvés la semaine dernière? 2,5 par établissement fouillé. Donc c'est pas le ministère a lancé un vaste plan pour trouver ces portables, soi-disant par milliers. Il a donc fouillé 66 établissements de mémoire en même temps, à la même heure, pour que l'effet de suprême soit total. Il en ressort avec 140 téléphones, soit 2,5 par établissement. C'est très loin des milliers qui étaient annoncés. Donc peut-être on peut considérer qu'il y en a moins que ceux qu'on nous annonce. Et par ailleurs, des régimes d'isolement, il en existe. Aujourd'hui, ce que propose le gouvernement et ce à quoi s'est opposé le Conseil national des barreaux, pas parce qu'il défend le principe de l'infraction pénale commise par quelqu'un en détention, mais parce que notre rôle, c'est aussi de défendre les droits des personnes incarcérées. C'est qu'aujourd'hui, ce que propose le gouvernement et ce que soutient monsieur, c'est mélanger des prévenus, encore présumés innocents, peut-être innocents, avec des personnes définitivement condamnées. C'est une première entorse à toutes les règles qu'on applique aujourd'hui dans le régime pénitentiaire. Par ailleurs, c'est contourner en réalité un régime d'isolement qui existe, qui, par les effets qu'il a sur les personnes, doit être bref. L'isolement, c'est l'interdiction de contact. C'est l'interdiction d'être en contact avec qui que ce soit. C'est des personnels pénitentiaires qui vous ouvrent la porte casqués ou cagoulés. C'est une promenade seule. C'est l'interdiction d'avoir des contacts avec sa famille au-delà d'une vitre. C'est l'interdiction aussi d'avoir des contacts téléphoniques à des heures ouvertes, permanentes. Donc ces effets-là, on les connaît pour le coup, contrairement aux courtes peines, on a des études sur les effets délétères de l'isolement sur les personnes détenues. Et parce qu'on a des études, ce régime, il est limité à 3 mois seulement. Aujourd'hui, on nous propose un régime dont on va attendre la décision du Conseil constitutionnel, ce que je retiens aussi, c'est qu'il y a eu quand même un certain nombre d'attaques contre des établissements pénitentiaires à la suite des annonces par le ministre de ces décisions. Je ne sais pas où on en est de l'enquête, Thibault Chevillard, c'est pas une colle, mais est-ce qu'on a pu faire le lien entre certains détenus et les actes qui visaient soit des gardiens de prison, soit les façades des établissements pénitentiaires? A priori, il y aurait certains membres de la DZ Mafia, la fameuse DZ Mafia, qui seraient derrière ces attaques. Alors je dis bien a priori parce que il y a probablement quelque part dans ces attaques aussi un phénomène de mimétisme. Je pense qu'il y en a eu encore récemment alors qu'il y a eu des arrestations. Donc quelque part, il doit également y avoir des gens qui passent à l'acte par mimétisme, comme on dit en criminologie. C'est compliqué de savoir
pour quelles raisons il y a eu ces attaques. Effectivement, parmi les revendications qui avaient été postulées par ce fameux groupe Telegram des DPF, il y avait la surpopulation carcérale, les conditions d'incarcération des détenus, avec des choses finalement qui étaient assez réalistes. Le prix des communications qui est exorbitant, ce genre de choses. Donc c'est compliqué de savoir qui se cachait derrière ces auteurs, d'autant qu'on a finalement les personnes qui ont été arrêtées, c'est souvent des petites mains. Les commanditaires, on ne les a pas encore. Oui, alors il y a un accroc dans la stratégie carcérale, on va dire, du ministre. Le Conseil d'État a annulé, c'était il y a quelques jours, c'était le lundi 19 mai, l'interdiction de toute activité ludique en prison qui avait été, c'était une décision qui avait été prise dans une circulaire par Gérald Darmanin. Tiens, je reste avec vous, Thibault Chevillard. Activité ludique, on parle de quoi ? Alors, il y a eu, il y a quelques années, c'était une activité qui avait beaucoup fait parler, puisque c'était une sorte de jeu, jeu télé, de Koh-Lanta qui avait été recréé dans exactement, en partenariat avec un site internet. Ça avait beaucoup fait parler parce qu'on voyait les détenus faire du karting, etc. Récemment, alors il y a eu une affaire, on a dit que dans une prison, il y avait des esthéticiennes qui étaient venues faire des massages à des détenus. Alors en fait, c'était pas du tout vrai, mais cette affaire a beaucoup fait réagir au gouvernement, puisque c'est ça qui a encouragé le garde des Sceaux à dire qu'il fallait interdire les activités ludiques. Sans que ce soit vrai, puisqu'en fait, il s'agissait simplement de conseiller les détenus, de leur donner des conseils pour qu'ils se sentent mieux dans le cadre de leur réinsertion. Alors voilà, il y a toujours une part finalement d'instrumentalisation politique dans cette affaire. Et effectivement, le Conseil d'État est revenu là-dessus en disant que oui, les activités ludiques, alors il fallait interdire finalement tout ce qui pouvait porter atteinte à l'image vis-à-vis des victimes, vis-à-vis des proches des victimes. Voilà. Mais encore une fois, il y a tout intérêt à faire travailler les détenus, enfin, à ce qu'ils aient des activités, à ce qu'ils rencontrent des gens dans le cadre de leur projet de réinsertion. Ouais. Cette décision du Conseil d'État, qu'est-ce que ça vous inspire, Stéphane Le Rudulier ? Non, je comprends la volonté du gouvernement de dire quelles sont les activités qui peuvent être proposées aux détenus. C'est clair, tout ce qui est sport, éducation, travaux de réinsertion qui facilitent en fait la réinsertion du détenu, il faut y être favorable. Effectivement, il y a des choses qui ont choqué il y a quelques années, une forme de jeu Koh-Lanta dans la prison. On se demande si véritablement ça a bien sa place au sein d'un centre pénitentiaire. C'est la frontière pour dire, effectivement, quand on est en détenu, c'est pas le Club Med, c'est pour préparer sa sortie, préparer sa réinsertion. Et la frontière, parfois, elle peut être franchie. Mais on en est très loin du Club Med. Oui. On a démarré le débat en parlant de la surpopulation carcérale et de l'état des prisons. Ça dépend aussi des centres pénitentiaires. Vous savez bien qu'en fonction des centres, il y a des surpopulations à 200, 250% d'ailleurs. Et il y a quand même l'encellulement individuel est quand même respecté dans certains centres. Amélie Morino, il y a eu des dérives dans l'organisation de ces activités ludiques en prison ? Non, mais par contre, je peux vous dire quelles ont été les conséquences de cette circulaire. Cette note, elle a entraîné l'arrêt dans certaines directions interrégionales pénitentiaires de toutes les activités. C'est-à-dire que les activités sportives, mais aussi le théâtre qui était organisé, les ateliers revues de presse, en réalité, tout ce qui permettait aux personnes détenues de s'ouvrir vers l'extérieur, ce qui précisément est censé favoriser leur réinsertion, s'est interrompu du jour au lendemain. Donc ça va pouvoir reprendre grâce à la décision du Conseil d'État. Ça reprendra probablement, mais c'est ça la conséquence d'une fausse information reprise par le gouvernement à son compte pour faire de la publicité, parce qu'en réalité, il ne s'agissait probablement que de ça. Ouais. On va ouvrir un autre chapitre dans notre débat qui est né de l'émission télé d'Emmanuel Macron sur TF1 il y a quelques jours. Il est face au maire de Béziers qui lui dit « Mais pourquoi on ne loue pas des places de prison comme d'autres pays le font ?» On va parler de ça tout de suite avec Steve Jourdain. Rebonsoir Steve. Puisque c'est une pratique qui existe déjà ailleurs en Europe. C'est une idée plutôt répandue, notamment dans les pays scandinaves. Prenons par exemple le Danemark, pays souvent cité comme un modèle de progrès social. Le gouvernement a signé un projet de délocalisation des prisonniers à partir d'avril 2027. 300 détenus seront envoyés dans cette prison au Kosovo, à plus de 2000 km du Royaume. Au moment de la signature de l'accord, c'était en 2021, le ministre danois de la Justice se félicitait de cette initiative. On va l'écouter.
Nous avons tendu la main au Kosovo il y a un an et avons été accueillis très positivement par votre pays. Je pense que cet accord permettra de résoudre une grande partie de nos problèmes de prison surchargées au Danemark et que cela permettra au Kosovo d'investir dans son système pénitentiaire. Prix à payer, Thomas, pour la location de places, 15 millions d'euros par an. Les cellules sont placées sous la loi danoise. Elles accueilleront des détenus qui ne sont pas des citoyens du Royaume. Le Danemark qui n'est pas le seul pays d'Europe à avoir recours à cette pratique. Toujours en Scandinavie, entre 2015 et 2018, la Norvège a loué des cellules aux Pays-Bas. Dans une prison située dans le nord du pays, environ 240 détenus ont été transférés, faute de place dans les établissements norvégiens. Autre exemple, Thomas, plus proche de nous, la Belgique, en 2010, elle devenait le premier pays de l'Union européenne à envoyer ses détenus vers un pays tiers, plus précisément à la prison de Tilburg dans le sud des Pays-Bas. Le deal était le suivant, 650 détenus transférés de manière temporaire vers l'établissement. À l'intérieur de celui-ci, c'est la loi belge qui s'applique, mais les gardiens sont hollandais. Coût de l'opération pour la Belgique, environ 42 millions d'euros par an, à quoi il faut ajouter les coûts de transport sécurisé et certains soins médicaux. Une facture qui était salée et qui a suscité beaucoup de critiques dans le pays. Au total, l'expérience aura duré 6 ans et la Belgique aura déboursé la modique somme de 300 millions d'euros. Oui, 300 millions. Il nous manque un zéro. Il nous manque un zéro. Des expériences, on va dire, plus ou moins réussies qui ne dissuadent pas d'autres pays d'y réfléchir à leur tour. On continue la liste. Oui, alors en dehors de la France, la Suède a annoncé en janvier qu'elle envisageait la délocalisation de certains détenus. Le gouvernement conservateur, soutenu par l'extrême droite, dit vouloir louer des cellules à l'étranger, non pas parce que les prisons suédoises sont saturées, mais tout simplement parce que les autorités souhaitent éviter un tel cas de figure à l'avenir. Des accords pourraient être signés avec d'autres pays européens dans les mois qui viennent, Thomas. Merci beaucoup, Steve, pour toutes ces informations. Je reprends quand même ce chiffre, 300 millions d'euros déboursés par nos voisins belges en 5 ou 6 ans. Je commence avec vous, Thibaut Chevillard. C'est quoi? C'est la solution d'urgence par excellence? Oui, probablement, puisqu'on voit qu'on a une surpopulation carcérale, alors de près de 130%, hein, on parle de plus de 80 000 détenus pour 62 000 places, donc il faut trouver des solutions. Alors, il en existe d'autres. Hein. Une des solutions qui est souvent proposée par le CNB, par des associations, par la Contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, c'est ce mécanisme qui fait en sorte que dès qu'un détenu entre, il y en a un qui sort. On examine finalement celui qui est le plus près de la sortie, voir si on peut aménager la sortie de peine. Alors, c'est une solution qui a été écartée par le garde des Sceaux, mais c'est actuellement celle qui fait le plus consensus, en tout cas parmi les associations ou les avocats. On va en reparler de cette solution de régulation carcérale, mais sur le fait de louer des places de prison à l'étranger. Stéphane Le Rudulier, quand même, on dit l'échec français, c'est quand même un sacré constat d'échec. Oui, je suis assez sceptique quant à cette solution-là. D'une part parce que c'est un coût quand même assez prohibitif, et je préfère à la rigueur que la France investisse massivement qui paye un chèque en blanc, je dirais, de 300 millions d'euros, comme la Belgique. Sauf que ça permet de tout de suite envoyer, enfin potentiellement très vite envoyer des détenus pour désengorger les prisons françaises. Oui, mais ça, c'est des mesures à la rigueur d'extrême urgence. Je ne pense pas qu'on en soit là. Je pense que je préfère une solution de bâtiments modulaires qui peuvent se faire cette solution qui peut se mettre en œuvre très rapidement, qu'une solution où on va en fait verser de l'argent à des pays tiers, alors même que notre situation en termes de nombre de places de prison ne va pas pour autant s'améliorer dans un contexte budgétaire très contraint. Mais vous avez dit quelque chose de juste, c'est comment en fait favoriser l'implantation de places de prison. C'est vrai qu'il y a des réticences au niveau des maires, très concrètement. Et là, il peut y avoir des mesures incitatives. Du style, je revalorise la dotation globale de fonctionnement, j'enlève les pénalités en matière de logements sociaux dans certaines communes qui sont pénalisées très lourdement parce qu'on considère que la commune fait un effort pour accueillir ce centre de détention. Ça, ce sont des pistes qui n'ont pas encore été explorées. En tout cas, Dupond-Moretti, le ministre, avait commencé à y réfléchir, mais c'est plutôt des mesures incitatives dans ce sens-là pour favoriser, et après, l'accélération
du projet avec l'allègement des procédures administratives et en matière d'urbanisme également. On a pu le faire pour Notre-Dame, on est capable de le faire pour des centres de détention. Ouais, votre avis sur l'allocation de places de prison à l'étranger, rapidement, ensuite on parle de régulation. L'argent serait mieux à utiliser, à renforcer les moyens d'insertion et précisément essayer de trouver des solutions à notre surpopulation ici. Mais du coup, je vous laisse enchaîner sur la régulation. Mais oui, alors comment ça marche? Vous avez commencé à l'expliquer, Thibault Chevillard. Comment ça marche? J'imagine que vous êtes particulièrement favorable. Comment ça pourrait se mettre en place? Alors, en réalité, quand même, c'est une réflexion qui a fait beaucoup de chemin chez tous les acteurs et jusqu'à aboutir à une forme de quasi-consensus aujourd'hui parmi les acteurs, y compris les acteurs pénitentiaires. La réalité, c'est que les solutions qui sont apportées par les uns et les autres ne sont pas forcément les mêmes. Est-ce qu'on parle plutôt d'un numerus clausus, c'est-à-dire qu'on ne fait rentrer personne tant que la prison dépasse le taux de 100%? Est-ce qu'on accorde à toute une quantité de personnes détenues, comme ça a été fait pendant le Covid-19, des réductions de peine exceptionnelles qui font que ceux à qui il reste quelques semaines ou quelques mois seulement, généralement quelques semaines, peuvent sortir de manière prématurée, précisément pour vider et atteindre un taux de 100%. Ça s'est fait pendant le Covid, ça n'a pas été une catastrophe. Et d'ailleurs, c'est ce que préconise la mission d'urgence qui avait été diligentée par le précédent garde des Sceaux. Ce que le Conseil national des barreaux souhaitait, ou en tout cas promeut auprès des parlementaires, c'est un mécanisme de régulation carcérale qui permette de dire qu'à chaque fois qu'une personne détenue entre en détention, le juge de l'application des peines, qui est le juge à la fois de l'individualisation du parcours d'exécution des peines et à la fois celui qui est garant des droits des victimes, puisse déterminer au sein de l'établissement quelle personne détenue va pouvoir bénéficier d'une mesure qui sera suivie en milieu ouvert par le service d'insertion et de probation. Oui, le Royaume-Uni vient de libérer, je crois que c'est 1700 détenus qui étaient comme ça en fin de peine, en anticipant de quelques semaines la fin de la peine, ça libère 1700 places. Est-ce que ce n'est pas quand même une solution? Ça peut être une solution, notamment sur des détenus qui ne présentent pas un caractère de risque de récidive ou un danger pour la société. Je pense qu'il faut l'étudier très finement au cas d'espèce. Mais pourquoi ce ne serait pas fait par risque politique, la peur de donner l'image d'un gouvernement laxiste dans sa politique carcérale? Je donne raison à madame, on l'a fait dans le cadre du Covid et on n'a pas eu de retombées. Il n'y a pas eu de catastrophe là-dessus. Mais encore une fois, ça ne peut être que d'une solution temporaire pour derrière se dire il faut un grand plan de construction et de modernisation de nos prisons. Parce que quand on dit effectivement il manque de place, mais quand on regarde certains centres de détention ou certains centres pénitentiaires, moi j'en ai visité, ils sont dans un état de délabrement impensable. Et donc, ce qui veut dire qu'on a aussi, au-delà de l'investissement sur de nouvelles places, la rénovation, la réhabilitation de centres pénitentiaires qui sont, pour du moins, vétustes, dégradés ou encore plus. Vous avez parlé de cafards, mais il faut visiter certaines cellules. C'est invivable. Et ça, c'est aussi l'urgence. Il ne faut pas uniquement investir dans des nouvelles places en délaissant. On parlait du Club Med tout à l'heure. Oui, mais il y a certaines prisons, je peux vous amener, où effectivement l'encellulement est individuel. Il y a quand même, notamment les prisons les plus récentes, à Luynes, je pense la prison de Luynes à Aix-en-Provence, qui est quand même... Ils sont décemment détenus. Absolument. Oui, quand on est condamné à être emprisonné. On n'est pas condamné à dormir sur un matelas avec 5 autres détenus et des cafards qui peuvent débarquer ou des rats pendant la nuit. Et quand on se pose la question de leur faire payer la place, on se demande bien quel va être le montant du loyer pour dormir avec des Ça, c'était une des propositions de Gérald Darmanin. Un certain nombre, avec dans sa cellule, pas de porte pour les WC, alors qu'on partage cette cellule à 3 et qu'on y est incarcéré 22 heures sur 24. Enfin, c'est ça la réalité de nos maisons d'arrêt. Allez, je termine avec... finalement, une question autour du ministre et de son action. Quel bilan vous en faites ? Actuellement, on n'en fait aucun, si je peux me permettre. En réalité, on a découvert, nous, avocats, les axes et les orientations de travail du ministre dans le courrier qu'il a adressé aux magistrats et au personnel pénitentiaire il y a 15 jours à peine. On s'étonne tout de même que ces axes aient été déterminés sans concertation, qu'aucun bilan n'ait été tiré des réformes en matière de droit de la peine des 4 dernières années et qu'on décide à nouveau de tenter quelque chose. À nouveau, je redis qu'en particulier, la question des très courtes peines nous afflige tant les recherches et la question de la doctrine sont contre ce principe. Je dois vous libérer quelques minutes avant la fin du débat, donc je vous pose une question pareille sur quel bilan vous faites de l'action. Il y a un volontarisme politique indéniable. En tout cas, il essaye de bouger les lignes.
Et ça, on ne peut pas le lui reprocher. Derrière cela, de toute façon, quand on est ministre de la Justice, c'est le temps long qui prime, c'est pas le temps court. Hein. Quand on parle de créer des places de prison, on se projette à 3 ans, 7 ans. Plusieurs parfois. gouvernements devant. Oui, mais je pense qu'il est important d'imprimer une marque, comme Dupond-Moretti a pu le faire précédemment. Et je pense clairement que sur la création de places de prison, j'y reviens, mais c'est l'alpha et l'oméga de notre future politique pénale. Bon, on l'a compris. Merci beaucoup d'avoir participé à ce... Vous avez un vote, alors l'hémicycle est juste au-dessus, donc ça va vite, mais je ne voudrais pas que vous loupiez le vote à cause de nous. Merci encore une fois d'être venu sur notre plateau. Vous qui scrutez le travail des ministres de l'Intérieur et de la Justice depuis un certain nombre d'années, Thibault Chevillard, c'est quand même d'abord le ministre des prisons, Gérald Darmanin. C'est même le ministre de la lutte contre le narcotrafic, puisque finalement, il en a fait l'alpha et l'oméga de sa politique. On a même un peu l'impression qu'il regrette le ministère de l'Intérieur et qu'il cherche finalement à concurrencer Bruno Retailleau, en tout cas à ne pas lui laisser le terrain, puisque Bruno Retailleau a également des ambitions présidentielles et on sait que le ministère de l'Intérieur, c'est un tremplin en tout cas, c'est comme ça que Nicolas Sarkozy s'était créé une carrure, une stature d'homme d'État, de potentiel présidentiel. Donc, je crois que Gérald Darmanin, qui se dit finalement, qui considère Nicolas Sarkozy comme son mentor, a envie de poursuivre dans cette ligne très martial, qu'il a envie de montrer les muscles. Et c'est pour ça, je pense, que son style dénote avec celui de ses prédécesseurs Place Vendôme. Il n'est pas finalement dans la gestion des tribunaux, dans la gestion du budget. La justice a beaucoup de soucis. Il y a des durées d'audiencement qui sont très très longs. Parfois, pour avoir certains procès, il faut attendre 2, 3, 4 ans. Ça, c'est pas finalement la préoccupation première de Gérald Darmanin. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de faire preuve de sévérité. Allez, il nous reste 30 secondes. On va titrer sur l'échec français. Est-ce qu'il y a un pays qui n'est pas en échec dans sa politique carcérale aujourd'hui en Europe ? Il en existe, en particulier les pays nordiques, mais on voit que chacun a ses limites, puisque vous exposiez tout à l'heure que certains louent des places de prison ailleurs. Le Royaume-Uni, je vous le dis quand même, sur la surpopulation carcérale, s'est mis en état d'alerte alors qu'ils n'avaient pas atteint le seuil de 95% d'occupation. Donc il existe des pays... Ils ont anticipé. Il y a surtout des pays où ça n'est pas de monnaie courante et où on ne considère pas qu'être à 180 ou 200% d'occupation est quelque chose d'acceptable. Ce qui est le cas dans certains établissements qui sont à 200% aujourd'hui. Oui, mais la philosophie française est de considérer que ça fait si longtemps que c'est systémique comme difficulté qu'en réalité, on l'a tous accepté et intégré. Merci beaucoup. Merci à tous. Le débat est terminé. Merci. Sophie, si vous aviez encore quelque chose à dire, ça prouve qu'il était passionnant. Absolument. Merci d'y avoir participé. On vous lit Thibault Chevillard dans le quotidien. 20 minutes. Je vous dis à bientôt sur le plateau de Public Sénat. N'oubliez pas qu'on vous retrouve, on bascule sur le canal 8 de la TNT le 6 juin prochain, il ne faudra pas nous louper. D'ici là, vous pouvez nous retrouver sur publicsénat.fr, sur notre plateforme, ou nous réécouter en podcast évidemment. Et puis notez que c'est Patrick Kanner, le président du groupe socialiste au Sénat, qui sera l'invité de la matinale demain. Salut!